Ma femme a dit, j'ai dit à mon avocat de tout prendre, tu ne mérites pas une seule chose. J'ai répondu, d'accord. Ensuite, MON avocat a montré à son avocat le contrat de mariage, les comptes cachés et les cartes de crédit secrètes. Elle a eu tout ce qu'elle méritait, rien. D'accord, Reddit. Accrochez-vous, car cette histoire raconte le jour le plus satisfaisant de toute ma vie. Mon ex-femme pensait qu'elle allait me ruiner au tribunal lors du divorce. Il s'avère qu'elle n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle. Laissez-moi vous ramener au début de tout ça. Je suis Kevin, 34 ans, et je travaille dans la coordination logistique pour une entreprise de transport régional en Pennsylvanie. Ce n'est pas le boulot le plus passionnant, mais ça paie bien, et je suis doué pour ça. J'y suis depuis mes 26 ans. J'ai gravi les échelons, passant de superviseur d'entrepôt à coordinateur régional. Le travail consiste essentiellement à s'assurer que des milliers de colis vont d'un point A à un point B sans que personne ne fasse n'importe quoi, ce qui demande d'avoir le souci du détail, et d'avoir environ 3 coups d'avance sur tout le monde, à tout moment. Je suis propriétaire d'une petite maison de 2 chambres que j'ai achetée à 28 ans, quand le marché immobilier se remettait encore de la crise. Rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. Payé avec mon propre argent, et je l'ai plutôt bien retapé au fil des années. J'ai un atelier convenable dans le garage où je restaure de l'électronique vintage comme passe-temps. De vieilles radios, des tourne-disques, ce genre de choses. Je les trouve dans des ventes de succession et des friperies, je les répare, et je les revends avec un bénéfice correct. C'est thérapeutique, et ça finance mes véritables loisirs. J'ai rencontré Heather quand j'avais 29 ans, au mariage d'un ami. Elle était demoiselle d'honneur, j'étais garçon d'honneur, et on nous a mis ensemble pour les entrées de la fête de mariage. Un classique, mais peu importe. Ça a marché. Elle était drôle, attirante, et avait cette énergie qui rendait les situations ennuyeuses divertissantes. Elle travaillait comme assistante administrative dans un cabinet dentaire, un boulot dont elle se plaignait constamment mais qu'elle n'a jamais vraiment essayé de quitter. Avec du recul, j'aurais dû remarquer les signaux d'alarme pendant qu'on sortait ensemble. Elle avait cette habitude de raconter comment les copains de ses amis leur achetaient toujours des trucs chers, des sacs de créateurs, des bijoux, des week-ends en voyage. Elle ne me demandait jamais directement de faire la même chose, mais elle lançait constamment des allusions, comme une sorte de carte au trésor passive-agressive. Oh, waouh! Le copain de Britney vient de lui faire la surprise d'un voyage à Miami pour son anniversaire. C'est tellement romantique. Tu as vu le collier que Josh a offert à Amanda? Ça doit être agréable d'être apprécié comme ça. Je l'emmenais dans de bons restaurants, j'organisais des rendez-vous réfléchis, et je lui offrais des cadeaux pour les anniversaires et les fêtes. Mais ce n'était jamais tout à fait assez. Il y avait toujours cette ambiance sous-jacente suggérant que je devrais en faire plus, dépenser plus, et faire davantage mes preuves. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an et demi avant qu'elle ne commence à faire des allusions au mariage. Et par allusion, je veux dire qu'elle a littéralement commencé à m'envoyer des captures d'écran de bagues de fiançailles qu'elle aimait. Aussi subtil qu'un train de marchandises. C'est là que j'ai pris ma première décision intelligente, qui allait s'avérer payante des années plus tard. Avant de faire ma demande, j'en ai parlé à mon père. Le vieux a divorcé 2 fois, alors il connaît la chanson. Il m'a assis dans sa cuisine et m'a donné le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Fiston, si tu veux épouser cette fille, protège-toi d'abord. Fais un contrat de mariage. Je sais que ce n'est pas romantique et qu'elle va piquer une crise, mais fais-moi confiance là-dessus. Si les choses tournent mal, tu me remercieras. Je ne voulais pas le croire à l'époque. Je pensais que ma relation était différente. Que Heather et moi, c'était du solide. Mais l'historique de mon père, qui avait souvent raison sur ce genre de choses, était quasiment parfait. Alors, j'ai écouté. Quand j'ai fait ma demande, j'ai sorti le grand jeu romantique. Je l'ai emmenée à ce point de vue à l'extérieur de la ville où l'on peut voir toute la vallée au coucher du soleil. J'ai posé un genou à terre. La totale. Elle a dit oui immédiatement. Elle s'est mise à pleurer. Elle a appelé sa mère avant même qu'on ne soit retourné à la voiture. Elle était sincèrement heureuse, et je pensais faire le bon choix. La conversation sur le contrat de mariage a eu lieu environ 2 mois après le début des préparatifs du mariage. Nous étions assis dans mon salon à passer en revue le budget quand j'ai abordé le sujet. Et, je veux te parler de quelque chose avant qu'on aille trop loin là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on devrait faire un contrat de mariage, juste pour garder les choses claires et simples au cas où il se passerait quoi que ce soit.
La température de la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Son sourire a disparu comme si je venais de lui annoncer que j'étais mourant. Un contrat de mariage? Tu es sérieux, là? Oui, je pense que c'est logique. Ça nous protège tous les deux. Ça nous protège tous les deux, Kevin? Ça te protège toi. C'est essentiellement toi qui dis que tu ne me fais pas confiance et que tu prévois déjà que notre mariage échoue. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est juste une planification financière intelligente. Non, une planification financière intelligente, c'est de faire confiance à sa future femme et de ne pas la traiter comme si elle essayait de te voler. Cette dispute a duré environ 3 semaines. Elle a pleuré, a impliqué ses amis, et a demandé à sa mère de m'appeler pour me dire à quel point Heather était blessée. Tout le manuel de la manipulation émotionnelle y est passé. Mais voilà le truc avec moi, quand je prends une décision basée sur la logique et des conseils avisés, je ne plie pas juste parce que les sentiments de quelqu'un sont blessés. Je suis resté calme, j'ai répété ma position, et j'ai clairement indiqué que le contrat de mariage n'était pas négociable. Soit on le signait, soit on ne se mariait pas. Elle a fini par accepter, mais non sans faire comprendre à quel point elle se sentait trahie. Nous sommes allés voir un avocat, avons fait rédiger un contrat de mariage simple qui disait essentiellement que ce qui était à moi avant le mariage restait à moi, et ce qui était à elle restait à elle. Tous les biens acquis pendant le mariage seraient partagés équitablement si nous divorcions. Des choses assez standards. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Une petite cérémonie, surtout la famille et les amis proches. Ses parents ont payé la majeure partie, ce qui est devenu un point de discorde plus tard. Tout semblait aller bien en surface. Nous avons emménagé ensemble dans ma maison, avons partiellement combiné nos finances, et avons commencé la routine de la vie conjugale. Son emménagement a été un ajustement. Soudain, mon atelier organisé dans le garage était envahi par ses cartons de stockage. Mon approche systématique de la gestion du ménage se heurtait à son habitude de laisser la vaisselle dans l'évier et les vêtements par terre. Je rentrais à la maison pour trouver mes outils déplacés de l'endroit où je les avais laissés, le courrier éparpillé sur le comptoir de la cuisine, et le thermostat réglé sur n'importe quelle température aléatoire qu'elle avait touché en dernier. Mais je me suis dit que c'était ça, le mariage des compromis et des ajustements. Alors, j'ai créé des espaces désignés pour ces affaires. J'ai mis en place une rotation basique des corvées. J'ai configuré des paiements automatiques de factures pour que rien ne passe à travers les mailles du filet. J'ai essayé de faire fonctionner tout ça sans être contrôlant. La première année de mariage était en fait plutôt bonne. Nous sommes tombés dans une routine confortable. J'allais au travail, elle allait au travail. On préparait le dîner ensemble quelques soirs par semaine, on regardait des séries, on faisait des trucs normaux de couple. J'étais satisfait de ça. Nous avions ces routines du week-end où je travaillais sur l'électronique dans le garage pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Parfois, elle peignait, lisait ou faisait simplement défiler son téléphone. De temps en temps, nous allions ensemble à des ventes de succession, moi cherchant du vieux matériel et elle cherchant tout ce qui attirait son attention. C'était paisible, de cette façon banale qu'est la vie maritale. Pour son anniversaire cette première année, j'ai prévu toute une surprise. J'ai réservé une salle privée dans son restaurant préféré, invité ses amis proches, et je lui ai offert ce joli bijou dont elle avait dit avoir envie. Rien de follement cher, mais attentionné. Elle semblait contente, a posté un tas de photos sur les réseaux sociaux avec des légendes disant à quel point elle était chanceuse. Mais même là, il y avait ces petits commentaires. Son amie Kelly avait eu un sac Louis Vuitton pour son anniversaire. Une autre amie avait été emmenée à New York pour le week-end. Il y avait toujours ce petit jeu de comparaison sous-jacent auquel je ne savais pas que j'étais censé jouer. Je lui offrais des cadeaux réfléchis basés sur des choses qu'elle avait vraiment dit vouloir. Mais apparemment, j'étais censé acheter des choses chères qu'elle n'avait pas demandées, pour prouver quelque chose. Le jeu avait des règles que personne ne m'avait expliquées. Mais Heather n'était pas vraiment satisfaite. Avec du recul, je peux identifier exactement le moment où les choses ont commencé à changer. Environ 18 mois après le mariage, elle a commencé à parler de potentiel inexploité et du fait qu'elle ne se sentait pas stimulée par son travail administratif. Elle a commencé à suivre toutes ces influenceuses lifestyle sur les réseaux sociaux des femmes qui postaient sur les voyages de luxe, les vêtements de créateurs et qui vivaient ces vies soi-disant parfaites. Ses habitudes de dépenses ont changé. Soudain, elle avait besoin de meilleurs vêtements pour le travail. Besoin de meilleur maquillage parce que l'apparence professionnelle compte.
besoin d'un abonnement à la salle de sport chère du centre-ville au lieu d'un cas parfaitement correct à 5 minutes de là. Besoin de crème pour le visage coûteuse parce que, les soins de la peau sont un investissement. Chaque mois, les factures de carte de crédit augmentaient un peu plus. Chaque mois, il y avait une nouvelle chose qu'elle devait absolument avoir. J'ai essayé de lui parler de budget, suggérer qu'on s'assoie et qu'on planifie réellement nos finances ensemble. Ça s'est passé à peu près aussi bien que la conversation sur le contrat de mariage. Pourquoi tu es toujours si inquiet pour l'argent? On travaille tous les deux. On est bien. On est bien parce que je prévois à l'avance et que je ne dépense pas tout ce qu'on gagne. Non, on est bien parce que je ne suis pas ennuyeuse et misérable comme toi. Peut-être que si tu te détendais un peu et que tu vivais vraiment au lieu d'amasser de l'argent comme une sorte de dragon, on serait plus heureux. C'est là que j'ai commencé à garder des finances séparées. Pas de manière évidente. Je ne lui ai pas dit que je me protégeais. J'ai juste tranquillement commencé à détourner des parties de mon salaire vers des comptes dont elle ignorait l'existence. J'ai ouvert un compte courant séparé dans une autre banque. J'ai commencé à utiliser une carte de crédit différente pour mes dépenses personnelles qui n'apparaissaient pas sur nos relevés communs. Mon père m'a appris quelque chose d'important très tôt, et toujours de l'argent de secours pour partir. Et toujours des ressources qui n'appartiennent qu'à toi, que personne d'autre ne peut toucher. Peu importe si tu es marié, en couple, peu importe. Tu dois avoir la capacité de partir si les choses tournent mal. Alors c'est ce que j'ai fait. Chaque mois, une bonne partie de mon salaire allait sur mes comptes privés. Les bonus du travail y allaient aussi. Les retours d'impôts. Tout argent supplémentaire provenant de la vente d'électronique restaurée. Rien de tout cela ne touchait nos comptes conjoints. Heather n'a jamais rien remarqué parce qu'elle était trop occupée à dépenser ce qu'il y avait sur le compte joint pour se demander où allait le reste de mes revenus. Elle se disait que je gagnais ce que je gagnais, et c'était tout. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de vérifier ou de poser des questions. Les cartes de crédit secrètes sont venues plus tard. J'avais besoin de faire des achats plus importants pour mon hobby de restauration sans que cela apparaisse sur des relevés qu'elle pouvait voir. De plus, je voulais mon propre historique de crédit séparé du sien, au cas où j'aurais un jour besoin d'agir sans qu'elle le sache. J'ai donc ouvert 3 cartes à mon nom uniquement, je les ai gardées à mon bureau, et je les ai utilisées exclusivement pour mes affaires. Je ne dis pas que je prévoyais de divorcer à ce moment-là, mais je me préparais définitivement à cette éventualité. Appelez ça du pessimisme ou du réalisme, mais je n'allais pas me faire prendre au dépourvu si les choses tournaient mal. Et bon sang, elles ont mal tourné. La 3e année de notre mariage, c'est là que tout s'est effondré. Heather a décidé qu'elle voulait retourner à l'école pour obtenir sa licence d'agent immobilier. Pas parce qu'elle s'intéressait à l'immobilier, mais parce qu'elle s'était convaincue qu'elle pourrait gagner une tonne d'argent en vendant des maisons de luxe. Pense-y, Kevin. Je pourrais gagner des centaines de milliers de dollars facilement si j'entre dans la bonne agence. On serait à l'abri du besoin. Tu réalises que tu devras réellement vendre des maisons pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas un revenu garanti. Mon Dieu, pourquoi faut-il toujours que tu sois si négatif? Tu ne peux pas juste soutenir mes rêves pour une fois? Je suis réaliste. L'immobilier est compétitif, et tu n'as jamais fait de vente avant. C'est parce que tu ne crois jamais en moi. Tu veux que je reste coincé dans ce boulot administratif misérable pour toujours, comme ça je ne suis pas une menace pour ton ego. Cette dispute a été fondamentalement le modèle de toutes les disputes que nous avons eues l'année suivante. Elle voulait prendre des cours, je demandais comment on allait payer. Elle voulait quitter son travail pour se concentrer sur ses études, je disais que c'était financièrement insensé. Elle m'accusait de saboter son avenir, je soulignais que j'étais le seul à penser réellement à notre avenir. Elle s'est finalement inscrite au cours quand même en utilisant notre carte de crédit commune 2,000 $ pour un cours qui lui permettrait de passer l'examen de licence. Je l'ai découvert en vérifiant le relevé. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle n'a même pas fait semblant de se sentir coupable. C'est un investissement dans notre avenir. Tu veux dire ton avenir? Tu n'en as même pas discuté avec moi. Je savais que tu dirais non, alors je l'ai fait, c'est tout. Quelqu'un dans ce mariage doit avoir de l'ambition. C'est là que j'ai su avec certitude que le mariage était fini. Pas parce qu'elle avait dépensé l'argent, mais à cause de la façon dont elle l'a justifié. Elle ne nous voyait plus comme des partenaires. Elle me voyait comme un obstacle à la vie fantasmée qu'elle s'était construite dans sa tête. Les mois suivants ont été tendus comme pas possible. On se parlait à peine,
sauf si c'était nécessaire. Elle restait dehors tard pour étudier, avec son groupe de cours, ce qui, j'en suis presque sûr, consistait juste à sortir avec ses amis. Je faisais des heures supplémentaires au bureau parce que rentrer à la maison me donnait l'impression de marcher dans un champ de mines. Elle a réussi son examen immobilier au deuxième essai et a immédiatement commencé à parler de tout l'argent qu'elle allait gagner. Elle a commencé à s'habiller différemment, à dépenser encore plus d'argent en vêtements et en maquillage, parlant investir dans son image de marque. Les 3 premiers mois de sa carrière immobilière, elle a gagné exactement $0. Pas de vente, pas de commission, rien. Elle a blâmé le marché, blâmé son courtier qui ne lui donnait pas de bons contacts, blâmé tout le monde sauf elle-même pour ne pas avoir réellement travaillé. Pendant ce temps, je payais toujours toutes les factures réelles, prêts immobiliers, charges, paiement de voiture, tout. Elle ne contribuait à rien parce que l'immobilier prend du temps à décoller, et elle devait se concentrer sur le réseautage. Au 4e mois, elle avait accumulé environ $8,000 de dépenses sur notre carte de crédit commune, rendez-vous chez le coiffeur, manucure, nouvelle garde-robe professionnelle, déjeuner avec des clients potentiels, matériel marketing, la totale. Quand j'ai essayé de lui en parler, elle a complètement pété les plombs. Tu es juste jaloux que je construise quelque chose pour moi-même pendant que tu restes coincé dans ton boulot d'entrepôt sans avenir. Je suis coordinateur logistique régional, pas ouvrier d'entrepôt. Et mon boulot sans avenir paie pour ta petite fantaisie immobilière. Tu sais quoi? J'en ai fini. J'en ai tellement marre de ta négativité et de tes conneries de contrôle. Tu m'as freiné pendant tout ce mariage, et j'en ai assez. Alors pars. La porte est juste là. Peut-être que je le ferai. Et quand je le ferai, je te prendrai tout ce que tu as. Cette maison, les voitures, tout. Tu regretteras de m'avoir traité comme ça. C'est la conversation qui a tout changé. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de dévoiler son jeu bien trop tôt. Maintenant, je savais exactement quel était son plan, divorcer et essayer de tout me prendre. Mais elle n'avait aucune idée de ce que j'avais tranquillement mis en place ces 3 dernières années. Le lendemain, elle a emménagé temporairement dans l'appartement de son ami. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Ça m'allait très bien. J'ai immédiatement appelé l'avocat qui s'était occupé de notre contrat de mariage. Et, vous vous souvenez de ce contrat de mariage qu'on a fait il y a 4 ans? Ouais, je pense que je vais en avoir besoin bientôt. Pouvez-vous m'expliquer ce que je dois faire? J'ai passé les 2 heures suivantes au téléphone avec lui à revoir la stratégie. Il a examiné notre contrat, a posé des questions sur les actifs, les dettes, surtout. Quand je lui ai parlé des comptes séparés et des cartes de crédit, il a ri. Homme intelligent. Très intelligent. Elle va avoir une mauvaise surprise. 2 semaines après son départ, elle m'a envoyé un SMS. Il faut qu'on parle du divorce. Je savais que ça arrivait, mais le voir par écrit faisait quand même bizarre. Pas bizarre triste, juste bizarre. Comme fermer un livre que j'aurais dû arrêter de lire il y a 2 ans. D'accord, quand? Peux-tu me rejoindre au bureau de mon avocat demain à 14 heures? Attends, elle avait déjà un avocat? Elle était partie depuis 2 semaines et avait déjà pris un avocat. Ça m'a tout dit. Ce n'était pas une décision impulsive. Elle avait planifié ça. Cela signifiait qu'elle avait probablement consulté des avocats avant même de déménager, passé probablement des semaines à chercher comment maximiser ce qu'elle pouvait me prendre. L'échec de sa carrière immobilière lui a probablement fait réaliser qu'elle avait besoin d'une autre source de revenus, et divorcer était le chemin le plus facile vers l'argent. Tout s'emboîtait. La décision soudaine de partir, l'avocat immédiat, la façon dont elle documentait tout vers la fin, prenant des photos de la maison, posant des questions sur mes revenus. Elle montait un dossier. Heureusement que je montais une défense depuis 3 ans. Bien sûr, envoie-moi l'adresse. J'ai appelé mon avocat immédiatement, je lui ai parlé de la réunion. Il a dit qu'il serait là aussi, et que je devais en dire le moins possible et le laisser gérer. Ce soir-là, j'ai passé en revue tous mes documents une fois de plus. Je me suis assuré que tout était organisé, sauvegardé, et prêt à être présenté. Le contrat de mariage était solide. Les relevés des comptes séparés montraient une trace claire. Les relevés de cartes de crédit prouvaient qu'ils étaient à moi seul. J'ai aussi sorti l'historique de toutes ces dépenses sur notre carte de crédit commune pour les 2 dernières années, chaque rendez-vous coiffure, chaque achat de vêtements, chaque déjeuner qui était soi-disant lié au travail.
J'ai créé un tableau détaillant tout par catégorie. Près de 20,000 $ sur 2 ans en dépenses personnelles tout en contribuant à un revenu minimum. Si elle voulait jouer dur, j'avais des munitions. Mon père a appelé ce soir-là pour prendre des nouvelles. Comment tu tiens le coup? Ça va. Réunion avec les avocats demain. Tu as tout mis en ordre? Tout. Exactement comme tu me l'as appris. Bien. Souviens-toi, reste calme. Ne laisse pas les émotions te faire dire quelque chose de stupide. Laisse ton avocat parler. C'est pour ça que tu le paies. Je sais. Et fiston, ne te sens pas mal de protéger ce qui est à toi. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. J'ai passé toute cette soirée à me préparer mentalement. J'ai passé en revue les scénarios possibles, pensé à ce qu'elle pourrait réclamer, répété comment je resterais calme peu importe ce qui serait dit. Heather était émotive et réactive. Je devais être l'opposé. La réunion a eu lieu dans ce bureau du centre-ville de Pittsburgh, un de ces endroits avec des murs en verre et des meubles coûteux qui crient « On va vous coûter une fortune ». Je suis arrivé 15 minutes en avance. Steve est arrivé 10 minutes plus tard avec une mallette pleine de documents. Heather était déjà là avec son avocate quand je suis arrivé avec le mien. Son avocate était cette femme nommée Patricia, qui avait l'air de plaider des divorces pour le sport. Probablement dans la cinquantaine, portant un tailleur qui coûtait plus cher que la voiture de Heather, les cheveux tirés en arrière si fort que ça semblait douloureux. Elle avait ce sourire qui n'en était pas vraiment un, plutôt comme un prédateur montrant les dents. Mon avocat, Steve, était l'opposé. Milieu de la quarantaine, costume froissé. Il avait l'air de préférer être à la pêche. Mais il avait la réputation d'être absolument impitoyable quand il le fallait. Calme, méthodique, ne laissant rien passer. Nous nous sommes assis dans cette salle de conférence, et Patricia a immédiatement pris le contrôle. Merci à tous d'être venus. Nous sommes ici pour discuter de la dissolution du mariage entre Kevin et Heather. Ma cliente m'a demandé de préciser qu'elle attend une distribution juste et équitable de tous les biens matrimoniaux. Steve a juste hoché la tête. D'accord. Que demande-t-elle spécifiquement? Patricia a fait glisser un dossier sur la table. Nous avons préparé une proposition préliminaire. Comme vous le verrez, nous demandons 50% de la valeur de la maison, 50% de tous les comptes bancaires, l'un des véhicules, et une pension alimentaire pour une période de 36 mois pendant que ma cliente établit sa carrière. J'ai regardé les chiffres. Elle demandait essentiellement la moitié de tout, plus des paiements mensuels. Au total, cela m'aurait laissé avec presque rien. Heather ne me regardait même pas. Elle restait juste assise à fixer la table pendant que son avocate parlait. Steve a lu la proposition lentement. Il n'a pas réagi du tout. Il tournait juste les pages et prenait occasionnellement des notes. Finalement, il a levé les yeux. C'est une proposition intéressante, mais je pense que nous devons revoir quelques points. Le sourire de Patricia est devenu plus acéré. Je vous assure que tout est conforme à la loi sur le divorce en Pennsylvanie. État sous le régime de la communauté des biens. Les biens matrimoniaux sont partagés à 50-50e. Oh, je suis au courant, mais je pense que vous opérez sous certaines hypothèses incorrectes concernant ce qui constitue réellement des biens matrimoniaux dans cette affaire. Il a sorti son propre dossier. Il a commencé à poser des documents sur la table un par un. Le contrat de mariage, les relevés bancaires de mes comptes séparés, les relevés de cartes de crédit pour les cartes que Heather ignorait, les titres de propriété montrant que la maison avait été achetée avant le mariage, le titre de mon camion montrant la même chose. Comme vous pouvez le voir, mon client a été très prudent pour protéger ses biens prénuptiaux. La maison a été achetée par lui seul 2 ans avant le mariage. Le camion aussi. Le contrat de mariage, que votre cliente a signé volontairement, stipule clairement que tous les biens prénuptiaux restent des biens séparés. Le sourire de Patricia s'est un peu effacé. Heather a levé les yeux pour la première fois, les yeux écarquillés en voyant tous les documents. Steve n'avait pas fini. Il a sorti plus de papiers. De plus, voici les relevés de 3 comptes et 2 cartes de crédit dont votre cliente n'avait pas connaissance. Tous ouverts au nom de mon client uniquement, financés avec ses revenus, utilisés exclusivement pour ses dépenses personnelles. Puisque votre cliente n'avait aucune connaissance ni accès à ces comptes, ils ne peuvent pas être considérés comme des biens matrimoniaux. Le visage de Heather est passé de pâle à rouge. C'est quoi ce bordel, Kevin?
Tu m'as caché de l'argent? J'ai juste haussé les épaules. Je me protégeais. Comme j'ai essayé de nous protéger avec le contrat de mariage contre lequel tu t'es battu. Patricia a levé la main. Restons professionnels ici, Steve. Même avec le contrat de mariage, il y a encore des biens matrimoniaux qui doivent être divisés. Le compte bancaire joint, toute équité construite pendant le mariage, les véhicules achetés pendant le mariage. Le compte joint a actuellement un solde d'environ 1,2 cents, a interrompu Steve. Après que votre cliente a passé les 6 derniers mois à accumuler des frais pour sa nouvelle carrière qui a produit 0 revenu. Mon client a des relevés montrant 8,000 $ de dépenses sur 4 mois, toutes faites par votre cliente, dont aucune n'a été autorisée par lui. Il a fait glisser un autre document. C'était une ventilation complète de chaque dépense faite par Heather, catégorisée et surlignée. Le visage de Patricia est resté de marbre en le lisant. Quant aux véhicules achetés pendant le mariage, il n'y en a eu aucun. Mon client conduit toujours son camion d'origine. Votre cliente conduit un véhicule qui lui a été offert par ses parents. Le titre est à son nom uniquement, donc ce n'est pas non plus un bien matrimonial. La voix de Heather s'est brisée. C'est. J'ai passé 3 ans marié avec toi. Je mérite quelque chose. Steve l'a regardé directement pour la première fois. Madame, le contrat de mariage que votre mari vous a demandé de signer décrivait spécifiquement ce qui se passerait dans ce scénario. Vous l'avez accepté. Vous l'avez signé. Vous ne pouvez pas maintenant prétendre que c'est injuste juste parce que vous n'aimez pas le résultat. Patricia feuilletait tous les documents que Steve avait fournis. Je pouvais la voir faire les calculs dans sa tête, réalisant que son gros dossier lucratif était en train de s'évaporer. Qu'en est-il de la pension alimentaire? A-t-elle essayé? Ma cliente a renoncé à des opportunités de carrière pour soutenir le mariage. Vraiment? Quelles opportunités spécifiquement? Steve a ouvert un autre dossier. Parce que selon son historique d'emploi, elle a occupé le même poste administratif avant et pendant le mariage. La carrière immobilière a commencé il y a 6 mois, période pendant laquelle elle a gagné 0 revenu et dépensé 8,000 $ de l'argent de mon client. Il a sorti encore plus de documents. Son certificat de fin de cours immobilier, sa licence, les registres de son courtier montrant 0 vente. Au contraire, mon client a soutenu ses aspirations professionnelles à son propre détriment financier. Il n'y a aucune base pour une pension alimentaire quand elle a volontairement quitté un emploi rémunéré pour poursuivre une entreprise qui n'a produit aucun résultat. La pièce était complètement silencieuse. Heather avait l'air sur le point de pleurer. Patricia avait l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs. Donc, laissez-moi faire simple, a dit Steve, organisant tous ses documents en pile nette. Basé sur le contrat de mariage, la séparation des biens, et la loi de Pennsylvanie, voici à quoi ressemble réellement le partage. Il a sorti une seule feuille de papier avec une ventilation claire. La maison reste la propriété de mon client. Valeur approximative de 220,000 $. Toute l'équité est à lui. Son camion reste sa propriété. Ses comptes séparés restent sa propriété. Total dans ses comptes environ 85,000 $. Ses cartes de crédit séparées restent sa responsabilité. Solde actuel d'environ 2,000 $, tous utilisés pour des dépenses personnelles documentées. Il a fait glisser le papier vers Patricia. Le compte joint avec 1,2 cents dessus peut être partagé à 50 cinquantièmes. La voiture de votre cliente, offerte par ses parents, reste la sienne. La carte de crédit commune avec 8,000 $ de dépenses sera partagée. Mon client paiera la moitié 4,000 $ même s'il n'a pas autorisé les dépenses. Il est prêt à être généreux. Patricia a fixé le papier. Vous dites que ma cliente reçoit 600 $ du compte joint et 4,000 $ de dette? C'est ça. C'est ce que dit le contrat de mariage. C'est ce que dit la loi. C'est ce qui arrive quand quelqu'un passe 3 ans à accumuler des dettes personnelles tout en ne contribuant rien financièrement au mariage. Heather a explosé. C'est tellement. Tu es vindicatif, Kevin. Tu as planifié ça. Tu planifies ça depuis le début. Je suis resté calme. Non, je me suis protégé tout le temps. Il y a une différence. Tu m'as caché de l'argent. Tu m'as menti sur nos finances. J'ai gardé des comptes séparés dont je n'avais aucune obligation de te parler.
Tu as passé 3 ans à dépenser notre argent commun comme s'il était infini. J'ai passé 3 ans à m'assurer que je serais correct si tu faisais exactement ce que tu es en train de faire maintenant. Va te faire foutre. Tu ne mérites rien de tout ça. J'ai dit à Patricia de tout te prendre, et c'est ce qu'on va faire. Steve est intervenu. Non, vous ne le ferez pas. Parce que si vous essayez de contester ce contrat de mariage, nous ferons traîner cela au tribunal pendant des mois. Nous documenterons chaque centime que votre cliente a dépensé. Chaque dépense, chaque décision qu'elle a prise qui a contribué à la dette conjugale tout en produisant 0 revenu. Nous ferons en sorte qu'il soit très clair qu'elle a épousé mon client, dépensé son argent, n'a rien contribué financièrement, et essaie maintenant d'encaisser le jackpot. Il s'est penché légèrement en avant. Et quand le juge verra ce contrat de mariage, verra ses dossiers, verra avec quel soin mon client a tout documenté, il l'appliquera exactement tel qu'il est écrit. Votre cliente finira avec exactement ce que nous proposons maintenant, sauf qu'elle sera aussi responsable de ses propres frais juridiques, qui, étant donné le temps que vous gaspilleriez au tribunal, serait probablement d'environ 15,000 $. Patricia savait qu'elle était battue. Elle avait probablement déjà calculé combien elle gagnerait sur cette affaire et réalisé que ça ne valait pas son temps. Laissez-moi consulter ma cliente en privé. Elles sont sorties de la salle de conférence. À travers la paroi vitrée, je pouvais voir Heather pleurer et crier pendant que Patricia parlait d'un ton calme et mesuré, expliquant probablement qu'elle n'avait aucun dossier et que se battre ne ferait que coûter de l'argent qu'elle n'avait pas. Elles sont revenues 10 minutes plus tard. Les yeux de Heather étaient gonflés, et elle ne voulait regarder personne. Patricia a parlé doucement. Nous accepterons les termes. Steve a hoché la tête et a commencé à sortir les papiers à signer. Excellent. Nous pouvons finaliser cela dans les 60 jours. Mon client enverra la moitié du solde du compte joint et sa part de la dette de carte de crédit à votre cliente sous 14 jours. Nous avons tout signé. Tout le long, Heather a juste fixé la table, pleurant silencieusement. Une partie de moi se sentait mal, mais seulement une petite partie. Elle avait essayé de me prendre tout ce que j'avais. Elle avait littéralement dit à son avocate de me détruire. Et maintenant, elle apprenait que les actes ont des conséquences. Alors qu'on remballait, Heather m'a enfin regardé. J'espère que tu es heureux. J'espère que ton argent te tient chaud la nuit. Ça marchera mieux que quelqu'un qui a passé 3 ans à m'utiliser comme un compte en banque. Je t'aimais. Je t'aimais vraiment, et c'est comme ça que tu me traites. Tu aimais ce que je fournissais. Il y a une différence. Steve a mis sa main sur mon épaule. On a fini ici. Nous sommes sortis. Dans l'ascenseur, Steve m'a souri. C'était le client le mieux préparé que j'ai jamais vu pour un divorce. Les comptes séparés, la documentation, le contrat de mariage. Tu as pratiquement fait mon boulot à ma place. Mon père m'a appris à toujours avoir une stratégie de sortie. Un homme intelligent. Beaucoup de gars se font dépouiller parce qu'ils font confiance à la mauvaise personne. Tu n'as pas fait cette erreur. 2 mois plus tard, le divorce a été prononcé. Heather m'a envoyé ma moitié de la dette de carte de crédit commune via Venmo avec le message « Tu es une horrible personne ». Je n'ai pas répondu. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, elle est retournée vivre chez ses parents après que son amie en a eu assez qu'elle reste là sans payer de loyer. La carrière immobilière n'a jamais décollé. Elle a fini par retourner au travail administratif, apparemment dans le même cabinet dentaire qu'elle avait quitté. Ses amis ont essayé de m'envoyer des SMS quelquefois disant que j'avais été cruel et que Heather était en difficulté. Je les ai tous bloqués. Ce n'est plus mon problème. Ma vie s'est en fait considérablement améliorée après le divorce. Sans quelqu'un dépensant constamment de l'argent et lançant des disputes, je pouvais enfin respirer. J'ai continué mon travail de logistique. J'ai eu une autre promotion l'année dernière qui est venue avec une belle augmentation de salaire. La maison est toujours à moi. Entièrement payée maintenant. L'atelier est exactement comme je le veux. J'ai passé les premiers mois à juste apprécier le silence. Pas de dispute sur l'argent. Pas de tension quand je vérifiais les relevés bancaires. Pas d'explication sur pourquoi je ne voulais pas acheter des choses chères dont nous n'avions pas besoin. Juste la paix. J'ai réorganisé toute la maison comme je le voulais. J'ai converti la chambre d'amis en un vrai bureau puisque je faisais plus de télétravail. J'ai installé l'atelier avec tout mon équipement exactement là où c'était logique.
Je pouvais laisser un projet de restauration à moitié fini sans que quelqu'un se plaigne que ça mettait le bazar dans le garage. Mes dimanches sont devenus mon jour préféré de la semaine. Se réveiller quand je veux. Faire le café comme je l'aime sans que quelqu'un commente sur combien j'en fais. Passer toute la journée dans l'atelier ou juste à ne rien faire si c'est ce dont j'ai envie. Pas d'obligation, pas de compromis, pas de culpabilisation. Le travail prospérait aussi. Cette promotion que j'ai mentionnée est arrivée parce que je dépassais constamment les objectifs et gérais une coordination logistique de plus en plus complexe. Mon patron a explicitement dit qu'ils appréciaient mon souci du détail et ma capacité à planifier à l'avance, ce qui a résonné comme une revanche après des années où Heather qualifiait ces mêmes traits de « contrôlant, aidé, étouffant ». J'ai recommencé à sortir avec des gens environ 6 mois après que le divorce a été finalisé. J'y suis allé doucement. Je ne cherchais rien de sérieux. Je suis allé à quelques rendez-vous via des applications. J'ai rencontré des femmes bien, mais le courant ne passait pas. Je n'étais pas pressé. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment heureux d'être seul. Puis j'ai rencontré Rachel lors d'un de ces salons d'électronique vintage où les collectionneurs achètent et vendent du vieux matériel. C'était un énorme événement au centre de convention. Des rangées et des rangées de tables avec des vendeurs proposant tout, des vieilles radios à tube aux bornes d'arcade vintage. Je chassais des pièces pour une radio Philco des années 1940 que je restaurais quand j'ai remarqué cette femme à la table à côté de moi, entrant dans un débat avec le vendeur sur l'authenticité d'un matériel vintage. Elle connaissait son sujet, citait des détails sur les dates de fabrication et les spécifications d'origine que même le vendeur ne connaissait pas. Elle avait probablement la petite trentaine, portait un jean et une chemise en flanelle, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique, et elle donnait absolument une leçon à ce type sur la restauration de meubles anciens. Après qu'elle se soit éloignée victorieuse avec son achat, je l'ai rattrapée. Et, c'était impressionnant là-bas. La plupart des gens ne connaîtraient pas ce niveau de détail. Elle s'est tournée et a souri. Le gars essayait de faire passer une reproduction pour un original. La teinte était complètement fausse pour l'époque, et la quincaillerie était un remplacement moderne. Ça me rend dingue quand les vendeurs ne font pas leurs recherches. Nous avons fini par parcourir toute la convention ensemble, à s'extasier sur diverses trouvailles. Elle restaure des meubles vintage comme passe-temps, a son propre atelier avec un équipement approprié, et sait réellement utiliser des outils électriques de manière sûre et correcte. Quand j'ai mentionné que je restaurais de l'électronique, ses yeux se sont illuminés. Oh là là, je voulais apprendre à réparer de vieux amplificateurs. J'ai ce système hi-fi des années 1960 qui a besoin de travail, mais je n'en sais pas assez sur le côté électrique. Nous avons échangé nos numéros, nous nous sommes vus le week-end suivant pour que je puisse jeter un œil à son système hi-fi. On a fini par passer 4 heures dans son atelier à dépanner l'amplificateur pendant qu'elle expliquait son processus de restauration de meubles. C'était l'interaction la plus naturelle et confortable que j'ai eue avec quelqu'un depuis des années. Rachel et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an maintenant, et c'est tout ce que mon mariage n'était pas. Elle est financièrement indépendante, a son propre logement, n'attend pas de moi que je finance sa vie. Quand on sort, on partage l'addition ou on paie chacun son tour. Elle n'a jamais fait une seule allusion suggérant que je devrais lui acheter des cadeaux chers ni remis en question la façon dont je dépense mon argent. Il y a environ 8 mois, Rachel et moi dînions chez moi quand mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Et, c'est Heather. Je sais que ça fait un bail, mais je voulais reprendre contact. J'ai réfléchi à tout ça, et je réalise que j'ai fait des erreurs. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées. Peut-être qu'on pourrait se voir et parler. J'ai montré le message à Rachel. Elle l'a lu et a ri. Laisse-moi deviner. Lex? Wep. Tu vas répondre? Nope. Je l'ai effacé et je me suis remis à manger. Rachel a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Bon choix. Aussi, ce poulet est incroyable. Tu l'as fait saumurer? 8 heures. J'ai appris ça dans une vidéo YouTube. Tu es vraiment parfait. Tu le sais ça? C'est là que j'ai su que j'avais fait les bons choix. Tous. Le contrat de mariage, les comptes séparés, la documentation, m'éloigner de quelqu'un qui me voyait comme une ressource au lieu d'un partenaire. Tout cela a mené à être assis dans ma propre maison avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Aux dernières nouvelles, Heather a le même travail administratif, vit toujours chez ses parents, et poste toujours de vagues citations tristes sur les réseaux sociaux disant qu'elle a été trahie,
et sous-estimé. Ses amis laissent occasionnellement des commentaires comme « Tu mérites mieux ma reine » et « C'est sa perte ». Tout ce qui peut les aider à dormir la nuit. Moi, je dors très bien dans ma maison qui est vraiment la mienne, avec de l'argent et des comptes que personne ne peut toucher. Sachant que j'ai esquivé la plus grosse balle financière de ma vie. Mon père m'a appelé quelques mois après la finalisation du divorce. Alors, j'ai entendu dire par le téléphone arabe que tout s'est passé comme je te l'avais dit. Ouais, PA, tu avais raison. Le contrat de mariage m'a sauvé. Tu m'étonnes. Tu sais combien de gars j'ai vu se faire absolument détruire parce qu'ils pensaient qu'aimer signifiait donner à quelqu'un le pouvoir sur toute sa vie? Trop. Tu as été intelligent. Tu t'es protégé. Et maintenant tu es libre. C'est comme ça que c'est censé marcher. Elle a essayé de tout prendre quand même. Elle a dit à son avocate de me dépouiller. Il a ri. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elles le font toujours quand elles réalisent que la poule aux œufs d'or s'en va. Mais tu étais préparé. C'est la différence entre être intelligent et être stupide. Les gars stupides font confiance et espèrent le meilleur. Les gars intelligents se protègent et espèrent ne jamais en avoir besoin. J'aurais dû t'écouter plus tôt. J'aurais dû voir les signaux d'alarme quand on sortait ensemble. Bah, on ignore tous les signaux d'alarme quand on est dedans. Ça fait partie de la nature humaine. Mais tu as fait les trucs importants. Tu as fait le contrat de mariage même quand elle s'est battue contre toi. Tu as gardé tes finances séparées même quand ça semblait paranoïaque. Tu as tout documenté même quand ça semblait excessif. C'est cette discipline qui compte. Tu penses que je me remarierai? Peut-être. Peut-être pas. Mais si tu le fais, tu le feras plus intelligemment. Tu sauras quoi chercher. Tu sauras quoi protéger. Et tu sauras que quiconque t'aime vraiment n'aura aucun problème avec le fait que tu te protèges. Il avait raison là-dessus aussi. Rachel et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an maintenant, et nous avons parlé de finances ouvertement. Elle a ses propres économies, ses propres comptes, son propre crédit. Quand j'ai mentionné la possibilité de faire un contrat de mariage si jamais on devenait assez sérieux pour se marier, elle n'a même pas scié. Évidemment, j'en voudrais un aussi. Pourquoi quelqu'un se lancerait dans un mariage sans se protéger? C'est comme ça que j'ai su qu'elle était différente. Elle comprenait que se protéger ne signifie pas qu'on ne fait pas confiance à quelqu'un. Ça signifie qu'on est assez intelligent pour prévoir toutes les possibilités. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas fait ce contrat de mariage. Si j'avais juste fait confiance à Heather et tout fusionné, je serais probablement fauché à l'heure qu'il est, à lui payer une pension alimentaire, vivant dans un appartement quelconque, et conduisant une épave pendant qu'elle dépenserait mon argent pour ses délires de style de vie. Au lieu de ça, je suis assis dans ma maison entièrement payé avec des comptes bancaires sains, une petite amie qui a sa propre vie et n'a pas besoin de moi pour financer la sienne, et une véritable tranquillité d'esprit. La dernière mise à jour que j'ai eue sur Heather venait de notre ami commun Jack, qui a dit qu'elle posait des questions sur moi. Elle voulait savoir si je voyais quelqu'un, comment j'allais, si je pensais parfois à notre mariage. Jack, étant un bon ami, lui a dit que j'allais super bien et en est resté là. Elle n'a pas bien pris la chose. Il m'a envoyé un texto, disant qu'elle avait commencé à raconter que j'étais probablement toujours amer et en colère. Il lui a dit que je semblais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années, et elle est devenue très silencieuse. Elle a dit autre chose? Elle a juste demandé si ta nouvelle copine était plus jolie qu'elle. Je lui ai dit que ce n'était pas une question à laquelle j'allais répondre et j'ai changé de sujet. Du Heather tout craché. Toujours tout ramener à elle. Toujours essayer de se faire passer pour la victime. Toujours incapable d'accepter qu'elle a torpillé sa propre vie. La meilleure vengeance est vraiment de bien vivre. Pendant qu'elle est coincée au même endroit, à faire le même boulot et à vivre chez ses parents à 32 ans, je m'épanouis. Meilleur boulot, meilleure relation, meilleure vie. Tout ça parce que j'ai pris des décisions intelligentes quand ça comptait.